Oh yeah, yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Alors, si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Melvin Lawson, super curieux. Et ici, on parle de quoi? On parle d'innovation technologique, on parle de finance. Et on essaie de découvrir en temps réel, de comprendre où va le monde. Donc voilà, donc si ça, ce sont des sujets qui t'intéressent, qui te parlent, tu es au bon endroit, en fait. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à déposer un commentaire, même si c'est pour me dire que je dis de la merde, en fait. Ça me permet de m'améliorer quand même. Merci à toi. Et donc voilà, alors sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler de start-up. Pourquoi des startups? Parce que comme je l'ai dit précédemment, ici, on va parler d'innovation technologique. D'accord? Et donc, dans ce secteur, la grande majorité des entreprises, si on peut dire ça comme ça, en fait, des entités sociales, voilà, on va dire ça comme ça. Là, c'est mieux en fait que entreprise. Donc, la plupart des entités ici, ce sont des startups. Pourquoi? Parce que, par définition, une startup, c'est une entreprise qui va expérimenter un nouveau produit, un nouveau service, en fait, une nouvelle manière de faire. Donc, qui va vraiment être dans l'innovation. Et donc là, on est vraiment cohérent, en fait, avec le sujet de cette chaîne. Il faut comprendre un truc très simple, c'est que les startups, c'est pas la même chose que des entreprises, des PME, des trucs, tout ça. Voilà, parce que dernièrement, tout le monde lance une entreprise. Dès qu'on ouvre une boîte, oh, j'ai lancé une startup, ma boîte elle a moins de 2 ans, c'est une startup. Non, en fait, non, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc voilà. Alors, il faut comprendre un truc très simple. Je l'ai dit tout à l'heure. Une startup, ça va être une entité, pas encore une entreprise, mais une entité qui se cherche en fait, qui se cherche, donc qui va créer, qui va chercher en fait un nouveau business model, qui va expérimenter un nouveau business model. Là où une entreprise, en fait, une PME, ça va être vraiment une entité qui exploite, qui optimise, qui développe un business model qui a déjà été éprouvé. On va prendre un exemple très simple. Supposons que je suis un salon de, enfin, j'ai un salon de coiffure, d'accord? Donc un salon de coiffure, on sait tous comment ça fonctionne. Euh, j'ai des tondeuses, j'ai des rasoirs, voilà, des chevettes, des trucs, plein de trucs. Des coiffeurs, peut-être 2, 3, 4, peu importe, donc un nombre de salariés fixe en fait, qui vont coiffer des gens à la chaîne. Donc, le business, il est très simple. Toi, tu es client, tu es un homme, voilà. Bon, moi, j'ai mis un bonnet, donc la question ne se pose pas. Donc, tu es un homme, tu as besoin de te coiffer, tu as besoin de te refaire une coupe, un dégradé, un taper, tout ce que tu veux. Tu vas t'asseoir chez le coiffeur, tu as peut-être pris rendez-vous au préalable, tu vas t'asseoir chez le coiffeur, on te fait une coupe, 2, 3, tu sais à l'avance combien tu vas payer, peut-être 10 euros, 13 euros, 17 euros, 20, en fonction des régions où tu te trouves et du nombre de salons de coiffure qu'il y a. Donc bref, le business est très simple. Toi, tu es un client, tu as besoin de te faire une coupe, tu vas t'asseoir, le coiffeur, il te rend, voilà, il te fait un vrai taf, il te rend tout beau et tu te lèves, c'est terminé. En fait, c'est ça le business. Ça, c'est un business qui existe depuis la nuit des temps. Tu vois, donc les salons de coiffure, on sait comment ça fonctionne, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, après la coiffure, tu peux avoir des petits services hein, de temps en temps, beauté, voilà, vapeur, tu vois, les soins à la vapeur, des trucs comme ça. Pour les femmes, ça va être, on va peut-être avoir en plus manicure, pédicure. Généralement, c'est séparé, mais ce sont des services que tu peux rajouter. Bref, je m'égare. Mais en gros, tu as compris l'idée. L'idée, c'est un business model qui existe déjà, qui a déjà été éprouvé depuis des années. On sait comment ça fonctionne. Quand on lance ce type de business, on sait à peu près les rendements qu'on peut avoir en fonction des charges qu'on a. Et donc, en fait, c'est totalement différent de les startups. Les startups, elles vont venir, déjà, elles ont une idée, elles ne savent pas comment rentabiliser cette idée, elles ne savent pas comment gagner de l'argent avec cette idée. Je te donne un exemple très simple. Alors, je suis en 2009. Je suis en 2009. On a une époque où les taxis, voilà, ils ont pignon sur eux. En fait, c'est les taxis qui dominent le marché du transport de particuliers. Je vais dire ça comme ça. Je pense que tu comprends un peu ce que je veux dire quand je dis ça. Et en fait, les taxis, c'est eux qui mènent le marché. C'est eux qui font la loi. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. D'accord? Donc moi, voilà, je suis là et je cherche comment capter une petite valeur de ce marché. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je crée une plateforme. Je dis, toi, tu as une voiture, tu veux peut-être gagner un peu plus d'argent, ok, viens t'inscrire sur ma plateforme, d'accord? Et moi, je te mets en contact, je vais jouer le rôle d'intermédiaire. Donc, moi, je suis un intermédiaire, en fait, tout simplement, j'ai juste une plateforme, tu viens t'inscrire, des clients, ils viennent s'inscrire, ils ont besoin d'une voiture en 2-3 mouvements, ils n'ont peut-être pas besoin, enfin, ils ont peut-être pas la volonté de payer aussi cher qu'un taxi, d'accord? Et ils veulent un truc un peu plus abordable, un peu plus simple, voilà sans se tracasser, sans appeler un numéro. Ils ont juste une application, ils lancent une course et c'est réglé. Donc, je crée ce système, je crée cette plateforme. Les gens qui ont des voitures,
qui ne sont pas des taxis ou des taximans ou peu importe, qui n'ont pas envie de remplir 10 000 paperasses, d'aller déclarer tel ou tel, tout ce que... Voilà. Ils ont juste une voiture qu'ils veulent rentabiliser à leur temps libre, le week-end ou peu importe. Ils viennent s'inscrire. De l'autre côté, j'ai des clients, je les mets en relation. Et puis, moi, je gère tout ça depuis ma plateforme. À ce moment, je m'appelle Uber. Et donc, je suis une start-up qui commence dans le secteur du transport. Voilà, du transport de particuliers. Et voilà. Et comme ça, je crée une start-up, voilà, je lève des millions, etc., etc., etc. Donc, à ce moment, je parle de 2009, parce que normalement, c'est l'année de création de Uber. Et à ce moment, en fait, il n'y a pas d'autres entreprises qui font ça sous ce modèle, je veux dire. Donc là, je viens avec un modèle nouveau, je viens avec un business model qui n'a pas été éprouvé au préalable. Et je commence à gagner des petits sous, je lève de l'argent, je développe la boîte, je scale, etc., etc. Je prends, je gagne en réputation, en renommée. Et je m'appelle Uber. Ça, c'est un exemple de start-up. Je donne un deuxième exemple. Voilà, on a une époque où, bon, là par contre, je ne me rappelle pas l'année de création, mais on a une époque où les hôtels vraiment, ils dominent le marché, d'accord, le marché du tourisme, etc. Bref, donc juste le marché, des gens qui veulent un endroit où se coucher, où ils connaissent personne, ils viennent, ils réservent une chambre d'hôtel, c'est réglé. Sauf qu'à ce moment, vu que les hôtels, eux, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les coûts d'hébergement ou d'hébergement, on va dire ça comme ça. Donc à ce moment, moi, je crée une autre plateforme. Comme par hasard, c'est souvent des plateformes d'intermédiaires. Mais pas que. Au fur et à mesure qu'on va avancer sur cette chaîne, vous verrez qu'il y a plein de types de business models, plein de types de startups, toutes différentes, hein, mais généralement qui sont dans la tech. Voilà. Et donc voilà, en fait, je crée une plateforme où j'ai des propriétaires d'appartements, d'immeubles, voilà, qui veulent faire de la location saisonnière. Donc, en gros, eux, ils ne cherchent pas des locataires à plein temps. Ils ne cherchent pas un locataire qui va être là toute l'année, un étudiant qui vient de commencer ou un nouveau salarié qui vient de débarquer dans la ville parce qu'il a eu un CDI. Eux, ils ne cherchent pas ça. Ils cherchent pas ça, pardon. Ils cherchent juste quelqu'un qui va rester dans l'appartement quand eux, ils ne sont pas dans l'appartement ou à des périodes bien précises de l'année. Donc, eux, ils vont juste s'inscrire sur ma plateforme. Voici, bonjour, j'ai tel bien de disponible, tel nombre de chambres pour tel nombre de personnes, de telle date à telle date. OK, le prix, il est de tel par nuit. OK, par nuit, ça ressemble un peu au business model des hôtels. Mais ce n'est pas exactement ça parce qu'ici, on n'est pas dans un hôtel. On n'est pas dans un truc qui a été créé pour cette occasion, en fait. C'est vraiment un truc casual, occasionnel, en fait. Donc, à ce moment, je mets les propriétaires qui ont des maisons, des apparts à louer, en fait, à mettre en location. Et des gens qui, voilà, veulent voyager, qui sont de passage dans la ville, qui sont là pour peut-être un séjour d'affaires. Ils sont là, c'est peut-être un voyage d'affaires. Ou qui veut juste, voilà, voyager, découvrir. Et qui veut probablement pas payer autant que ce que les hôtels taxent à ce moment-là. Et à ce moment, je m'appelle Airbnb. Donc voilà, je viens de créer un nouveau business model. Donc voilà, les propriétaires lambda qui ont un bien à mettre à disposition, ils le taxent, enfin, ils mettent le prix qu'ils veulent. Pas vraiment le prix qu'ils veulent, je crois que c'est régulier, donc réglementé, etc. Mais en gros, voilà, vous avez compris l'idée. Et donc à ce moment, je m'appelle Airbnb. Ok, donc voilà, on vient de voir deux exemples de startups qui existent. Après, il y a plein d'autres noms qu'on peut donner. On peut parler de Ledger, par exemple. Ledger, qui est une entreprise dans le secteur du Web3. Donc, Web3, c'est crypto-monnaie, blockchain, NFT, DeFi, donc Decentralized Finance pour finances décentralisées, entre autres. Et en fait, Ledger, qui est une entreprise qui va créer ce qu'on appelle des cold wallets. Donc, c'est des petites clés. Je dois en avoir un exemple. Bon, je ne l'ai pas là sous la main. J'essaierai de vous montrer dans une autre vidéo dédiée à Ledger à ce moment-là. Et en fait, je crée juste ces genres de clés. Ce n'est pas des clés USB. Je vais vous montrer. C'est des petites clés qui servent de cold wallet, donc de portefeuille numérique, d'accord, mais physique. En gros, tu as la clé. C'est des petits gadgets, hein, vraiment, qui te permettent de garder tes crypto-monnaies, en fait. Très simplement, en fait, c'est des petites clés qui te permettent de garder tes crypto-monnaies en sécurité, etc. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Voilà. Sauf que, voilà, le Bitcoin, il commence à se faire de plus en plus connaître. Ça gagne en popularité. Les gens ont besoin de sécuriser leur crypto-monnaie parce que sur les ordinateurs, enfin, sur les sexes, quand je dis sexe, je parle des plateformes d'échange, les centralized exchange comme Binance, comme Bybit, comme Coinbase, comme KuCoin, comme Kraken.
Ouais, voilà, Kraken. Donc, en fait, tous ces noms-là que vous connaissez sûrement, en fait, garder ces crypto-monnaies sur cette plateforme, c'est risqué. Et il faut trouver un moyen de voilà, les héberger localement, de les protéger des hacks, d'accord, qui ont déjà eu lieu sur plusieurs de ces plateformes. Hein. Et donc, à ce moment, je m'appelle Ledger. Je crée ce petit device, ce petit appareil, ce petit dispositif qui ressemble à une clé, qui a cette taille. Hein. C'est vraiment tout petit, en fait. Et je commence à commercialiser ces solutions-là de protection. J'ai dans un marché neuf, déjà le Web3, il n'y a pas très longtemps que ça existe. Le Bitcoin, ça a été créé en janvier 2009, de mémoire. En tout cas, c'est vraiment opérationnel depuis janvier 2009. Même si le white paper est sorti en fin 2008, donc après la crise des subprimes. Et donc, je suis sur un marché nouveau. J'apporte une solution nouvelle sur un marché nouveau. Un business model qui n'existait pas, qui n'a pas été éprouvé, donc que je teste, en fait. Et je deviens leader sur ce marché. Bon, bref, leader, ça, c'est juste une parenthèse. Mais en gros, je m'appelle Ledger et je suis une startup. Voilà. Je reviens rapidement sur la définition des startups. Donc, qu'est-ce qu'il faut respecter pour être appelé une startup? Déjà, il faut appeler, on l'a dit tout de suite, il faut amener une solution nouvelle. D'accord? Donc, il faut être dans l'innovation technologique. C'est pour ça que la plupart des startups sont des entreprises, sont des boîtes de la tech. En fait, ce sont des entreprises dans le secteur de la tech parce que c'est des innovations technologiques. Il faut être sur la tech. Il faut apporter un nouveau business model qui n'a pas été éprouvé. Au sujet du financement, il faut comprendre que les startups, bon, l'entrepreneur, c'est compliqué. Déjà à la base, mais les startups c'est encore plus compliqué, donc c'est encore plus risqué en fait. Les startups c'est des entreprises généralement ne sont même pas rentables, il faut le savoir. La plupart des startups ne sont pas rentables. Et donc c'est des entreprises très risquées qui génèrent pas beaucoup d'argent, surtout au début. Après quand elles commencent vraiment à décoller, vraiment les chiffres d'affaires, les revenus sont exponentiels, ça évolue vraiment bien pour le coup, en termes de valorisation. Et les banques qui généralement, vont financer les PME, donc les autres entreprises classiques, basiques, avec des business models éprouvés. Donc, on connaît les rendements, enfin bref, on connaît bien les chiffres. Les banques vont financer ces boîtes-là, mais les banques n'ont pas vocation à financer des startups. C'est trop risqué. Elles risquent plus de perdre de l'argent qu'autre chose, en fait. Et donc, le financement des startups se fait généralement par soit des angels, investors, donc ça va être des particuliers comme vous, moi, enfin comme toi, moi, toi qui regarde cette vidéo, je veux dire. Qui vont mettre leur argent, leur épargne ou leur salaire sur des jeunes pousses, donc des startups, des entreprises qui commencent, voilà, qui viennent pitcher, qui expliquent comment elles font pour comment elles prévoient faire pour gagner de l'argent ou qui expliquent leurs solutions technologiques, ce qu'elles apportent, etc., etc. Et donc, il va revenir à ces angels, donc des particuliers, hein, comme vous et moi, comme je dis, d'investir sur ces boîtes-là, en fait. Ensuite, on va avoir d'autres entreprises. Oui, en fait, c'est des fonds de capital risque, donc des VCs, Venture Capital. VC, c'est Venture Capital. Et donc, en gros, ces boîtes-là sont spécialisées dans les investissements risqués, dont les startups. Et donc, en fait, généralement, quand on est une startup, on va se faire financer par des VCs ou des angels. Donc, en gros, si tu es une boîte, tu as réussi à te faire financer par une banque, déjà, il y a très peu de chances que voilà, tu sois une startup, en fait. Parce que généralement, quand tu es une startup, tu vas avoir des banques. Chef, on n'a pas d'argent pour toi. Voilà. Donc, j'ai parlé de ça. On a parlé du modèle. On a parlé du financement. On a parlé de la difficulté. On a parlé de quoi voilà. Il faut savoir que la plupart des startups passent par ce qu'on appelle les incubateurs de startups. Alors, dans les incubateurs, il y avait eu The Family. Je ne sais pas si ça existe toujours, The Family, en France, qui avait été créé, entre autres, par Oussama Hamar, très connu aussi. Mais le plus gros incubateur de startup au monde s'appelle YC. YC, c'est Y Combinator. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés par ça. Et Y Combinator, en fait, c'est vraiment des gros incubateurs. Ils ont incubé les plus grosses startups qu'on connaît aujourd'hui. Parmi les angels, il y a par exemple le Shamat Papayamaka. Bon, bref, désolé, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je vais vous mettre le nom sous la vidéo dans la description pour que vous puissiez consulter toutes ces sources-là dont je viens de parler. Voilà. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, j'ai essayé de condenser un peu ce que je savais. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en fait. Dites-moi, voilà, aujourd'hui, j'ai appris
telle chose, telle chose, telle chose. Moi, ça me permettra de savoir qu'est-ce que j'apporte comme valeur, qu'est-ce que vous apprenez grâce à ces vidéos. C'est encourageant aussi de voir que moi, voilà, j'apporte quand même de la valeur en fait. Je produis, je permets à des gens d'apprendre des choses que moi-même j'ai apprises plus ou moins récemment. Voilà. Il y en a d'autres qu'on va apprendre en temps réel, donc des choses que je vais apprendre, que je vais aller rechercher et venir vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez même des suggestions, vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, que ce soit l'IA, que ce soit le Cybertruck de Tesla, que ce soit, je sais pas quoi, comme innovation technologique, que ce soit les blockchains, donc les cryptos, les NFT, la DeFi, la Decentralized Finance. Tout ça, ce sont des sujets qui m'intéressent aussi, et je vais sûrement faire des vidéos dessus. Donc, si vous avez vraiment des points précis sur ces thèmes-là, sur ces sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo.